Mesdames et messieurs, fidèles auditrices, auditeurs de Nord FM, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission nommée Relecture. Alors comme samedi, je suis là, Younoussa, à la présentation et à la réalisation à la fois, avec mes chroniqueurs Baba Galé Mansour et mon ami depuis Casablanca, Gabou Sissé. L'idée, c'est de décrypter, analyser l'actualité phare de la semaine. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, le Sénégal est actuellement à 1115 cas infectés par le virus coronavirus Covid-19. Et aujourd'hui, nous allons éplucher avec notre invité du jour, Papa Amadou Gueye. Il est inspecteur de l'éducation et secrétaire général de l'inspection de l'éducation et de la formation de Saint-Louis commune. Il est également président du conseil de quartier Nord et également président de la commission éducation, formation, emploi et économie locale du collectif des conseils de quartier de Saint-Louis du Sénégal. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous servir. D'un moment à l'autre, je vais joindre depuis Dakar mon chroniqueur juriste. Il s'appelle Baba Galé Mansour. Vous avez l'habitude d'entendre ces analyses pertinentes. Et de l'autre côté, depuis Casablanca, nous aurons Aliou Gabou Sissé. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous parlons de la reprise des cours. Ça, c'est une décision prise lors du Conseil des ministres, du récent Conseil des ministres. Et la décision a été prise lors de la réunion du Conseil des ministres. Les ministres de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle ont fait des communiqués sur la reprise. Le Conseil a arrêté la date de la reprise des cours à compter du 2 juin prochain 2020 pour les élèves en classe d'examen. S'agissant de l'enseignement supérieur, le Conseil a recommandé aux académies de réfléchir sur les modalités de reprise globale des enseignements dans la période du 2 juin au 14 juin 2020. Une décision qui actuellement suscite l'ire et la colère des parents d'élèves qui parviennent toujours pas à comprendre ces décisions du gouvernement au moment où le nombre de cas évolue de jour en jour. Mesdames et messieurs, au cours également de notre débat d'aujourd'hui, nous allons étudier ensemble autres sujets, d'autres thèmes, comme nous avons l'habitude de le faire. Aujourd'hui, sur le communiqué numéro 62 du ministre de la Santé et de l'Action sociale, le Sénégal a fait 1190 tests effectués et a obtenu 91 personnes infectées. C'est le même nombre de personnes infectées au coronavirus, dont 87 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale et 4 cas issus de la transmission communautaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditrices, auditeurs de FM, vous êtes en train de suivre l'émission Relecture comme d'habitude. On avait l'habitude de démarrer à 16h, mais exceptionnellement, nous l'avons décalé d'une heure pour juste recevoir notre invité du jour. Nous allons de ce pas l'accueillir, Papa Amadou Gueye. Papa Amadou, bonjour. Merci, M. Gueye. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Auditrices et auditeurs d'Andar FM et ma population de Saint-Louis, j'ai le plaisir aujourd'hui de répondre à l'invitation de M. Gueye, mon Dombaï, pour véritablement partager avec vous cette émission Relecture. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle Papa Amadou Gueye, il est inspecteur de l'éducation et également secrétaire général de l'inspection de l'éducation et de la formation de Saint-Louis commune, mais également président du conseil de quartier de Nord. Je salue nos auditeurs de Nord, nos voisins. Ils aiment et adorent écouter les programmes de la radio municipale Ndar FM. Mais M. Gueye également, il est le président du conseil, je l'ai dit, mais président de la commission de l'éducation, formation
et économie locale du collectif des conseils de quartier de la ville tricentenaire Saint-Louis du Sénégal. Bienvenue chez nous, mesdames et messieurs. « 17h passées de 10 minutes, mesdames et messieurs, fidèles auditrices, auditeurs de Nord FM. Merci de nous recevoir chez vous. Alors, on va directement commencer à étudier, analyser, décrypter le premier thème de notre débat de ce soir. Je l'ai dit tout à l'heure, un communiqué qui donne une nouvelle que la reprise des cours est prévue pour les classes, le niveau des élèves qui sont en classe d'examen pour le 2 juin, et les institutions sur le niveau professionnel, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation donne la possibilité à ces institutions de définir à quand elles vont démarrer les cours. Comment avez-vous apprécié cette nouvelle, M. Gueye? Merci beaucoup, M. Gueye, pour cette question. Vous me permettez d'abord, à l'entendre mon propos. Permettez-moi d'accueillir notre autre chroniqueur. Je vais d'ailleurs faire la présentation. Il s'appelle Baba Gale Mansour. Baba, bonsoir. Bonsoir. Merci toujours de répondre à l'appel. Je te laisse présenter tes salutations à notre invité du jour, Papa Amadou Gueye, mais également à nos auditeurs. Bonsoir Inoussa. Bonsoir à tous les fidèles auditeurs de la radio municipale de la Somme. Bonsoir à notre invité, M. Gueye. Bonsoir. Bonsoir, c'est un énorme plaisir de pouvoir échanger avec vous ce soir. Et nous espérons que les échanges qui vont suivre après vont être très instructifs. Merci. D'accord, merci beaucoup. Et on va souhaiter joyeux anniversaire à notre autre chroniqueuse absente aujourd'hui. Elle est où? Notre chroniqueur, la voix féminine de l'équipe. La voix féminine de l'équipe, je l'avais promis qu'on va, avant même de commencer l'émission, on va l'appeler ensemble et lui souhaiter un joyeux anniversaire. On l'appelle ensemble, là? Oui, pourquoi pas. D'accord, avec votre permission, inspecteur, nous allons appeler une de nos chroniqueurs. Khadi? Oui, Younoussa. Ben, tu es en direct. Ah, mais bonjour. Bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Ben, on va très bien. On voulait juste, avant de démarrer l'émission, te souhaiter un joyeux anniversaire. Ah, mais merci. Nos vœux les meilleurs au nom de toute l'équipe de Relecture. Merci. Vraiment, je remercie toute l'équipe de Relecture. Merci beaucoup. Et tous les auditeurs. Merci beaucoup. Alors, j'ai remis mon cadeau à Baba. Baba, à son tour, va te le remettre. Ah, d'accord. D'accord. En tout cas, j'espère que Baba va me remettre le cadeau en entier. Ah, ouais, Baba. Je le connais, hein. Ah, d'accord, merci beaucoup et bon dogue à toi. Merci, bon dogue à vous. Vous m'excuserez pour cette fois-ci. Mais la prochaine sera la bonne. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Au revoir, Khadi Wale. Elle fait partie de l'équipe de Relecture. Elle fête son anniversaire aujourd'hui. Ben, elle est occupée, elle est appelée à d'autres préoccupations. C'est pourquoi elle n'a pas participé à ce débat d'aujourd'hui. Inspecteur, comment avez-vous apprécié le communiqué? Voilà, merci beaucoup, M. Gueye. Je disais que, à l'entendre mon propos, vous me permettrez d'abord de souhaiter joyeux anniversaire à votre collègue, Khadi Wali. Et à la suite de cela, faire un coucou au collectif des présidents du conseil de quartier, des 22, dont le président Moustapha Diop. Un très grand ami et très grand partenaire et collaborateur de Nord FM. Voilà.
Et donc, nous avons donc, je suis là en principe comme président de la commission éducation, formation, emploi. Ce qui me permet de me prononcer un peu en tant que communautaire, un peu sur cette décision. D'accord. Mais je voudrais également saluer l'ensemble des populations du quartier Nord qui ont eu l'amabilité de me porter à la tête du conseil de quartier. Et je ne pourrais m'avancer en matière d'éducation sans saluer tout le personnel éducatif. Je pense à sa tête à Adjara Sidjaï, qui est l'inspectrice d'académie. Je pense aux IF de Saint-Louis, commune Saint-Louis département. Mais je pense au-delà de ces autorités à tout le corps enseignant qui se déploie chaque jour dans les classes. Donc vraiment, je tenais à leur rendre hommage. Merci beaucoup. Maintenant, par rapport à la décision étatique d'arrêter la reprise des cours pour le 2. Une décision quand même impopulaire qui a suscité vraiment la colère de l'incompréhension de beaucoup des parents d'élèves. Bon, moi je voudrais quand même que les gens se remettent un peu ces décisions dans le contexte qui est véritablement celui du coronavirus et celui aussi de la responsabilité de l'État à prévoir, à planifier et à mettre en œuvre un peu les activités dans le pays. Je voudrais à ce niveau calmer peut-être les gens qui sont très remontés contre l'État et leur faire comprendre qu'une décision ne se prend jamais à la hâtive. Ce que je veux dire par là, c'est que l'État a un système extrêmement pointu d'information et parfois l'État ne dévoile pas toutes les informations qu'il détient par devers lui. C'est pour dire que moi je voudrais que les populations, les parents, les communautés laissent l'État dérouler et d'ici la date du 2 juin arrêtée, je pense que tout le monde sera d'accord que les choses peuvent se passer. Vous avez apparemment espoir que d'ici la date arrêtée, le 2 juin précisément, que le nombre de cas infectés au coronavirus va s'amoindrir et permettre aux établissements de s'ouvrir? Oui, j'ai grand espoir. En tant que mais regarde Baba de tout ce qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes à 1115 Baba. Est-ce que cette décision est pertinente pour toi? Bon, c'est vrai que si on considère... Baba, vas-y. Baba. Oui, je disais. Allô? Oui, vas-y, Baba. Allez. Oui, je disais que, bon, Younsa, il faut savoir que je crois qu'ils ont au niveau étatique un conseil d'urgence qui se réunit souvent. Maintenant, on ne sait pas quels sont peut-être les éléments que ce conseil a pour prendre une telle décision. Moi, c'est peut-être mon point de vue. Peut-être l'inspecteur va nous édifier par rapport à ces éléments-là. Je pense que bon, et je le crois sincèrement. Je ne pense pas que l'État peut-être reporte juste à son bon vouloir de la rentrée des classes. Je crois peut-être qu'il dispose d'informations ou voilà, de justificatifs qui peuvent prouver ou qui peuvent justifier quand même une telle réaction par rapport à cette crise-là. Inspecteur? Voilà, je voudrais encore une fois rappeler que aujourd'hui la gestion de l'éducation est une gestion concertée. C'est une gestion inclusive qui donne une grande place à la communauté. De ce point de vue, je crois que l'État a eu à partager avec les syndicats, a eu également à partager avec les parents d'élèves et avec d'autres sections de la communauté que nous ne pouvons pas citer de manière exhaustive ici. C'est pour dire que il faut que les gens se rassurent que l'État, c'est d'abord nous. L'État, c'est les parents. L'État, c'est les enseignants. L'État, c'est les syndicats. Donc, il faudrait que l'on comprenne que, en tant qu'être humain, en tant qu'élément autorité, le ministère, le gouvernement prendront les mesures
en fonction de ce que la situation sera, au soir peut-être du 1er juin, pour voir en réalité qu'en est-il. Mais il faudrait également comprendre que gérer, c'est planifier. Il faudrait également qu'on comprenne que du point de vue macro, l'État doit gérer plusieurs paramètres à la fois. Et aujourd'hui, quand on sait que l'éducation et la santé sont vraiment un peu le piédestal sur lequel le développement de l'État, le développement du pays est basé, je crois qu'il y a lieu d'accorder beaucoup d'attention à ces décisions et de laisser les autorités prendre toutes les conditions idoines pour réaliser un peu ce défi. Et je crois qu'il faut que les gens comprennent que il y a non seulement les institutions, il y a les autorités, que ce sont l'académie, que ça soit l'IEF, que ça soit les autres sections de ce système, qu'il y a également d'autres cadres de concertation. Le comité de dialogue social est là, les APE sont là, les UCG sont là, et c'est lieu de dire qu'il faut que les gens se calment, on va apprécier ensemble, de manière participative, et prendre les bonnes décisions. Mais il faut qu'en termes de planification quand même, que l'on puisse se projeter et espérer, en tant que croyant d'abord, que cette pandémie va connaître du recul, même si en ce moment la tendance est un peu à la hausse, qu'on va atteindre rapidement le pic et la chute sera certainement encore plus rapide et on espère pouvoir au soir du 2 peut-être reprendre. Vous l'avez dit tout à l'heure, inspecteur, que les chiffres font froid au dos, quoi qu'on puisse dire, Baba. En moins d'une semaine, hein, on a à peu près, il a fallu 53 jours pour atteindre les 500 cas et une semaine pour se retrouver avec 1000 cas et précisément avec 1115. Est-ce que Baba, il n'y a pas lieu de se poser des questions? Ce qui aujourd'hui pousse l'État à refuser d'ouvrir les mosquées et pourquoi aujourd'hui l'État prendrait cette décision de réouvrir les salles de classe? Est-ce que ce ne serait pas exposer les apprenants, quoi qu'on puisse dire? Bon, en tout cas, comme je disais tout à l'heure, en tout cas, ce serait un énorme risque. Ce serait un énorme risque, ou du moins compte tenu du nombre de cas qui ne cesse d'augmenter de jour en jour. Et le principal souci, ça risque d'être la transmission communautaire en réalité. C'est que dès l'instant que presque dans tout le pays, on note des cas communautaires dans les chefs-lieux de région, il serait véritablement assez imprudent quand même d'amener les enfants à l'école. Ça ne serait pas sûr du tout. Voilà. Mais là où quand même que je voudrais intervenir, bon, c'est juste par rapport à deux éléments. Le premier, je ne pense pas quand même que ce chiffre-là puisse faire peur. En réalité, c'est que le nombre de tests a augmenté en réalité. Alors, on a augmenté le nombre de tests. Juste là, ce qui se faisait, c'était une trentaine de tests souvent. Alors, là, on en fait 900, 1000, et maintenant, ce sont les conséquences qui doivent faire peur, pas le nombre de cas. Pour moi, ce qui doit faire peur, c'est qu'en réalité, le Sénégal n'était pas cette exception-là qu'on a voulu peindre à un moment donné dans le monde. Alors, on s'est retrouvé avec très peu de cas et on a commencé à parler d'exception sénégalaise. Mais en réalité, c'est parce qu'il n'y avait pas un nombre conséquent de tests qui puisse confirmer l'état positif de certains citoyens. Alors, mais là où quand même je voudrais intervenir par rapport à ce qu'a dit M. Gueye, moi j'ai quand même des inquiétudes. Pour moi, ce qui n'est pas pertinent dans le communiqué, c'est loin d'être même la date de la reprise. Je crois que la date de la reprise du 2 concerne en réalité les classes d'examen. Et pourquoi le choix? Pourquoi avoir choisi? Parce que dans d'autres pays, inspecteurs, ils ont choisi d'ouvrir le préscolaire. Non, je crois que... Ce sont les jardins, une ouverture progressive. Ils ont commencé par... en France? Oui, en France et en Belgique précisément. Je pense que c'est... Oui. Mais Younoussa, il faut aussi savoir que dans ces pays-là, comme la France, où on parle de déconfinement progressif, il y a une bonne partie de l'opinion publique qui n'est pas d'accord. Bah oui. Alors, les leaders d'opinion... Comme aussi une bonne partie de l'opinion publique n'est pas aussi d'accord pour la reprise des cours le 2.
Effectivement, parce qu'en réalité, il faudrait une stratégie bien ficelée. Voilà, pour dire aux gens que voilà, sortez, allez continuer à travailler, allez continuer à faire beaucoup. Il ne suffit pas juste de se lever un bonjour et de ramener les gens comme ça à l'école, c'est pas sûr. Voilà. Donc, c'est pourquoi quand même, moi, j'aimerais bien que M. Gueye m'explique à peu près, ou qu'on puisse comprendre pourquoi on a juste ciblé les classes d'examen. Et maintenant, quel est le sort qui est réservé aux autres niveaux? Ce serait certainement pour éviter l'année blanche, inspecteur. Voilà, encore une fois, je signale à nos... J'ai vu des auditeurs insister. Oui, on a cette fois-ci, on nous a réservé la ligne du 33 961 30 30 pour ceux qui veulent intervenir sur le thème que nous allons aborder tout au long de ce soir. Inspecteur, vous avez la parole. Voilà, merci. Je voudrais encore une fois dire que, en réalité, je ne suis pas là en tant qu'inspecteur, quoique je ne puisse me démettre de cette casquette. Et encore moins vous défendre peut-être la position du ministère qui voudrait reprendre le cours le 2. D'accord. Mais en tant que citoyen, je pense qu'encore une fois que c'est à l'État de se projeter et de préparer un peu l'avenir. Quoique maintenant, je conçois avec Baba qu'il y a il y a beaucoup de préalables à mettre en place pour quand même envoyer nos enfants. Parce que, comme je l'ai dit encore une fois, il faudrait qu'on sache qu'aujourd'hui, la gestion de l'éducation, c'est d'abord une compétence transférée. Les collectivités territoriales ont un grand rôle à jouer là-dedans. Et aujourd'hui aussi, il y a le décret au niveau de l'élémentaire de 2014-904 qui donne une place également extrêmement importante au comité de gestion, au conseil de gestion, au comité de gestion et au conseil de gestion. Pour dire qu'en réalité, dans cette tension vers ce deux, il y a beaucoup de choses que l'État va faire ensemble avec les autres partenaires. Moi, je crois que déjà, pour arrêter cette date, ce n'est pas de manière fortuite que cette date a été avancée. Ce n'est pas également de manière fortuite que l'on a également ciblé ces niveaux. Moi, je crois que peut-être le niveau ministériel ou peut-être le niveau même académique serait plus en phase par rapport aux réunions qui sont tenues au niveau stratégique pour dire voilà pourquoi ces options étaient prises. Mais en tout état de cause, moi je pense que dans cette affaire, il faudrait que l'on comprenne que, encore une fois, l'État n'est pas seul, l'État avec ses partenaires. Les parents d'élèves sont bien sûr là. Et comme l'a dit Baba, les parents ne seraient pas d'accord certainement que l'on puisse véritablement envoyer leurs enfants à l'école. Non, ça vraiment, je ne pense pas que les parents accepteraient. Les syndicats également ont donné leur point de vue. Et l'un dans l'autre, moi je pense qu'il faut que les gens se rassurent. Encore une fois, je suis convaincu que l'on prendra le soin d'évaluer et de prendre les bonnes décisions. D'accord. Baba. Oui, ça. Du 2 mars au 2 avril, aujourd'hui, 2 mois que le Sénégal vit dans une crise où on sait plus où se donner la tête. Il y a beaucoup de cacophonie dans la gestion de cette crise. Appréciation si aujourd'hui tu devais faire ce bilan, 2 mois. Non, mais Younoussa, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a cacophonie. je dirais quand même qu'il y a beaucoup de bruit. Mais souvent, ce sont des détails, des futilités qui viennent souvent, je ne sais pas quel verbe même utiliser pour décrire ce sentiment-là. Mais il y a certaines réactions des Sénégalais qui, quelque part, biaisent en réalité les efforts que le gouvernement et les administrateurs, de manière générale, sont en train de faire pour faire face à cette crise-là. Mais je crois que si on devait tirer un bilan, je crois que pour une fois, ou en tout cas pour les rares fois qu'on peut se permettre de dire une chose pareille, ce sont surtout les citoyens qui sont beaucoup plus au banc des accusés que l'État en tant qu'institution. Alors, je crois que les citoyens... Donc, très sincèrement, tu penses que l'État joue jusqu'ici son rôle? Il veille surtout, Baba. Je pense que l'État, c'est nous.
Ça, c'est cela. Non, je sais que l'État sur nous, c'est l'État impersonnel. Mais aujourd'hui, ceux-là qui ont un mandat d'agir, de prendre des décisions, de restreindre nos libertés, tu vois, je parle de ces autorités, Baba. Mais Younoussa, ces autorités ne sont rien sans nous. C'est cela le problème. C'est-à-dire, ils ont mandat, ils ont les prérogatives nécessaires, ils ont le pouvoir qui est requis. Mais que peut devenir ce pouvoir si en réalité, en bas de l'échelle, si en réalité la population en tant que telle ne fait pas sienne du combat qui est en train de se dérouler aujourd'hui, Younoussa? Est-ce qu'on peut comprendre dans un Sénégal qui fête ou qui a fêté au mois d'avril 60 ans d'indépendance que des jeunes se lancent dans des courses-poursuites avec des forces de l'ordre pour détruire un couvre-feu? C'est inadmissible. Est-ce que Younoussa, ici, au moment où nous parlons, en 2020, tu penses qu'il est admissible que des gens défient les règles qui ont été établies par les institutions et se permettent de voyager dans des camions frigorifiques ou sur des motos Jakarta, tout justement parce qu'ils ne peuvent pas respecter les règles qui ont été établies par l'institution? Voilà, des gens qui n'évitent pas les rassemblements, des gens qui ne veulent pas porter de masque, etc., etc. Je crois que nous avons beau tirer sur l'État souvent, mais à un moment donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'État c'est nous. Pourquoi l'État c'est nous? Les gens qui sont là-bas ne sont rien sans nous. Ils peuvent prendre des décisions, mais si la masse ne suit pas, il existe un réel problème, une réelle difficulté. Inspecteur, vous allez certainement abonder dans le même sens que Baba, certainement. Oui, je dirais que ce sont les populations qui doivent quand même suivre un peu la cadence un peu des autorités étatiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crois qu'à l'image d'autres pays, notre pays est engagé dans une lutte contre cette pandémie. Et à l'image également des autres pays, il y a d'autres pays. Le Sénégal a mis en place ce dispositif qui consiste à aller crescendo dans les mesures à prendre. On avait dans un premier temps demandé aux gens de respecter un certain nombre de mesures. Mais par la suite, on a vu que ça ne donnait pas le résultat escompté. Il a fallu monter à un niveau plus corsé et mettre en place ce couvre-feu. Mais je crois que, comme il l'a dit Baba, c'est aux citoyens de comprendre. Bien sûr, il faudrait l'informer, il faudrait l'éduquer, il faudrait communiquer avec lui pour qu'il puisse comprendre qu'aujourd'hui, l'enjeu est de taille. Et il faut résolument s'engager avec l'État, avec les responsables communautaires dans ces luttes pour que le coronavirus soit bouté hors du pays. Mais si on constate que pour 6 000 francs, des motos de Jakarta bravent un peu les interdictions, si également on constate que des gens ont même leur masque dans leur poche et marchent allègrement dans les rues de Saint-Louis, moi je dis que c'est véritablement au niveau communautaire que la lutte doit se mener. Et voilà pourquoi moi, je me suis engagé à l'image des autres conseils de quartier dans cette sensibilisation pour que le citoyen lambda comprenne que c'est individuellement que l'on doit s'engager pour que cette lutte puisse prospérer. Baba, c'était vraiment pour mettre à l'aise l'inspecteur que j'ai, même sans transition, clos. J'ai dit, c'est pour mettre à l'aise notre invité d'aujourd'hui. On clôt le débat de l'ouverture des salles de classe prévues le 2. Je voulais vraiment vous mettre à l'aise, inspecteur, et puis voilà, que l'on passe sur les autres thèmes. Oui, Baba, tu as quelque chose à ajouter sur ça? Mais je crois que l'inspecteur peut parler en tant que parent d'élève. Oui, justement. Effectivement, et je crois que il a parlé d'une chose très importante, c'est-à-dire les préalables. Aujourd'hui, Younoussa, est-ce que même l'État s'est lancé dans une concertation, cette concertation que je trouve est inéluctable, si l'on veut sauver cette année, une concertation avec les acteurs de l'enseignement. Est-ce que réellement l'État est en train de faire cette concertation-là? En tout cas, beaucoup d'entre eux sont contre ces décisions. Et pour Younoussa, je vais juste te donner un tout petit exemple. Aujourd'hui, par exemple, quand on doit demander à un enseignant de faire cours au-delà du 31 juillet, il y a un problème. C'est-à-dire, lui, il doit faire ses cours jusqu'au mois de juillet. Alors, maintenant, au-delà du mois de juillet, il faut lui donner des heures supplémentaires à ce qu'il paraît. Maintenant, comment est-ce que l'État compte régler cette question-là? Et je crois que ce n'est qu'une goutte d'eau,
dans cet océan chaotique de problèmes de succession et véritablement de préalables qu'il faudrait prendre avec les enseignants qui, je le dis, c'est mon avis, accomplissent un travail débutant, mais dont souvent les revendications ne sont pas bien prises en compte. Et alors qu'ils sont un levier essentiel à tout développement, et surtout dans ces pays qui ne sont pas en réalité des pays développés. Voilà. Donc, oui, allez-y. Voilà, je voudrais justement dire à la suite de Baba que je peux me permettre de me prononcer. En tant que parent d'élève cette fois-ci? Non, même en tant qu'institutionnel, parce que quand même, c'est une lecture assez simple qu'il faudrait faire de la situation. Allez-y. Mais je peux également le faire en tant que parent d'élève, en tant que citoyen lambda. Pour dire que, comme je l'ai dit, il faudrait un ensemble de préalables. Et quand je dis préalables, je pense justement à des séries de concertations avec tous les acteurs. Je l'ai dit et je le répète, la gestion aujourd'hui de l'État même, je ne vais pas me limiter à l'éducation, mais de l'État, vais-je dire, c'est une gestion concertée. Et vous avez vu que quand la pandémie s'est mise à place, le président de la République a reçu même les opposants pour prendre langue avec eux, pour voir leur point de vue. De la même manière, au niveau de chaque section du système, que ce soit au niveau académique, que ce soit au niveau IF, que ce soit même au niveau purement local, je vous assure que des consultations seront mises en place et les gens vont de manière concertée. Et vous avez même dit, vous, Yunus, on a dit que essayons de voir de point de vue, de manière locale, de manière ciblée, les dispositions à prendre. Et peut-être la zone de Sédhiou n'est pas la zone de Saint-Louis. Vous conviendrez avec moi de cela. Effectivement, chaque zone a ses propres réalités. Voilà, moi j'ai eu la chance, par exemple, de faire Sédhiou. Et je sais que dès le mois de mai, les pluies commencent à tomber. J'ai également fait la zone de Kaffrine, pour dire qu'également c'est une zone assez rurale. Et donc chaque académie pourra, en fonction de ses potentialités, en fonction de la concertation qui se fera, eh bien, voir ce qui est possible de faire. Parce qu'il s'agit en réalité pour moi, je pense bien, de faire ce qui est possible de faire. Maintenant, je voudrais dire autre chose, c'est que dans un peu ce que nous faisons, il faudrait que l'on comprenne que le parent, l'enseignant est d'abord parent. Et je dis que moi, en tant qu'enseignant, et ça, je le dis parce que je suis en contact permanent avec les enseignants, les enseignants eux-mêmes, ils en ont, excusez-moi le mot, marre d'être constamment confinés, alors que véritablement leur sacerdoce, c'est d'aller dans les classes, d'enseigner. Et sans vouloir peut-être augurer de ce qui va se passer demain, je sais que si véritablement l'État voulait que les enseignants aillent dans le sens d'accorder encore du temps pour que l'éducation puisse se rattraper, je pense que les enseignants le feront. Là, dans ce cas de figure, ce sera leur sursaut patriotique qui sera sollicité. Justement, je crois que l'ensemble des enseignants, en tout cas, et jusqu'à présent, moi je vois qu'il y a des directeurs d'école qui essaient de maintenir le contact avec les élèves, et particulièrement les classes de CM2 et les classes de 3e, pour essayer au moins de mais quand même le ministre de l'Enseignement, de l'Éducation nationale avait fustigé à travers un communiqué ceci, inspecteur. C'est-à-dire le fait que des directeurs reçoivent des élèves, disons, qui sont en classe d'examen pour les préparer ou autres. Je pense que c'est un communiqué qui fustigeait ça, qui interdisait ça. Voilà, il faut remettre aussi ce communiqué dans son contexte. Ça veut dire que quand l'État prend la précaution de fermer les écoles et de demander à l'autorité préfectorale de veiller à ce qu'aucun rassemblement ne se fasse, aucune école n'ouvre, je sais c'est risqué que certaines écoles, pour des besoins peut-être de résultats, demandent à leurs élèves de venir pour faire des cours. Moi, je crois que ça, c'est extrêmement dangereux et il faudrait vraiment sévir. Par contre, je crois que quand on constate ce qui s'est fait sur la place, il y a des écoles qui, via WhatsApp, via, comment dirais-je, d'autres moyens technologiques, parviennent à atteindre le parent et l'élève, à remettre des exercices qu'ils corrigent. Moi, je suis de très près cela. Je pouvais me signer ces écoles, mais je ne voudrais pas faire un peu de parti pris. Et je dis que ça, c'est au moins assez intéressant, parce que ça permet de garder le contact entre le parent
l'élève d'un côté et l'enseignant de l'autre. Mais je sais que comparativement, Sédhiou ou des zones extrêmement éloignées ne peuvent pas avoir ce luxe. Voilà pourquoi je dis que par équité, peut-être qu'on devrait penser à des solutions sectorielles et locales pour que chacun puisse véritablement avoir ce qu'il faudrait pour au moins garder un peu le contact avec l'éducation. Baba, est-ce que notre invité rassure en tant que parent d'élève? Ce que je veux dire quand même, c'est que ce qu'il a dit, c'est en tout cas ce que tous les parents censés disent et même certains acteurs de l'éducation. Cela rejoint quand même non seulement les préalables qu'il faudrait faire pour réussir à sauver cette année, mais aussi les efforts qui sont en train d'être faits dans certains établissements scolaires pour limiter les dégâts. Voilà, parce que là, je crois que nous sommes surtout dans une logique de limiter les dégâts. Alors, quand on parle de sauver l'année, à chaque fois qu'on le dit, ça veut dire qu'il y a réellement un problème. Voilà. Et comme il a dit, il y a effectivement certains établissements qui font des cours via WhatsApp. Voilà. Et c'est quand même le moment, Younoussa, de féliciter les parents d'élèves. Je crois que certains parents d'élèves se sont retrouvés à acheter des téléphones pour leurs enfants qui n'en avaient pas. Oui, à acheter des passes Internet. Des passes Internet et à être là, les superviser. Je crois que cela rassure. Maintenant, est-ce suffisant? C'est cela la question. Est-ce suffisant? Des cours via WhatsApp pour un enseignant qui n'a pas été formé à donner des cours à distance, pour un élève qui n'a pas été formé à apprendre à distance, est-ce que ça va donner les résultats escomptés? Ça, c'est un autre débat. Voilà. Et donc, je pense que, en tout cas, pour sauver cette année, inspecteur, il est là en tant que, en tant que pédagogue, il nous en dira plus quand même. Oui, est-ce que l'utilisation des réseaux est efficace? Bon, ce que je dirais à ce niveau, c'est d'abord que le président de la République avait, à travers ses 11 décisions présidentielles, demandé à ce qu'on engage l'école sénégalaise vers le numérique. Et ça, ce n'était pas dans un contexte de coronavirus. Et c'est heureux qu'aujourd'hui, en tout cas au niveau de Saint-Louis, que l'on constate qu'au niveau de l'académie, mais également au niveau des IEF, l'on déploie des efforts pour que l'école soit une école tournée vers le numérique. Parce qu'il faudrait qu'on soit proactif. Et à ce niveau, je dis que si aujourd'hui vous visitez le site du ministère, vous allez voir que là, le projet de l'État, c'est de tout numériser et d'avoir un fichier où tous les élèves du Sénégal seraient identifiés avec un login, avec vraiment un identifiant et un mot de passe qui leur permettrait en tout cas d'interagir. Les enseignants, je n'en parle même pas. Ils sont tous fichés et ils sont aujourd'hui répertoriés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait que l'on comprenne que l'éducation a un paquet de compétences en matière de numérique qu'on pourrait faire prévaloir. Et moi, je dis qu'au-delà même de ce contexte de coronavirus, il faudrait... Mais inspecteur, une minute. Oui? Vous conviendrez quand même avec moi que vos collègues, les enseignants ou les élèves qui sont à Kédougou, à Bandafassi, eux, il serait extrêmement difficile de leur dispenser des cours en utilisant WhatsApp, en utilisant le numérique, inspecteur. J'en conviens avec vous. Et voilà pourquoi je dis de manière sectorielle et de manière locale, il faudrait que l'on trouve des stratégies. Ici à Sénégal, vous n'allez pas trouver ou rarement des abris provisoires. Mais à l'intérieur du pays, avec les conditions, parfois pluviométriques et tout, vous allez voir que parfois les choses ne marchent pas au même rythme que Saint-Louis. Là, maintenant, c'est vrai qu'on devrait tendre à avoir quand même une harmonie dans la gestion. Mais aujourd'hui, même par rapport à l'offre, on cherche à donner à chaque individu ce qu'il voudrait par rapport à sa localité, par rapport à ses croyances. Voilà pourquoi je dis que c'est vrai que les zones comme Saint-Louis sont favorisées par rapport à beaucoup de choses. Les zones rurales sont défavorisées. Mais on cherche à fermer vraiment cette fracture, tant du point de vue même économique et tout, développement, que du point de vue éducation. Parce que le Sénégal est un, et le citoyen sénégalais, qui soit à Fongolemi ou bien
à Sédhiou ou bien à Saint-Louis, c'est vraiment le Sénégalais. Donc il faudrait qu'on comprenne cela et qu'on puisse vraiment aller vers une harmonisation. C'est pourquoi recourir à WhatsApp, recourir au site internet et aux plateformes, bon, c'est pas très commode comme recette. C'est bon, ça limite les dégâts. Mais moi, j'aurais préféré que l'on fasse, en tout cas, usage d'un outil qui permettrait à tout le monde d'être au même point, et ça permettrait aux parents d'être rassurés et aux parents de Kaffrine de ne pas se sentir lésés par rapport à ses pairs. C'est très important. Baba, un commentaire sur les propos de l'inspecteur? Baba? Baba, il est sur autre chose. Il va nous revenir. il va certainement nous revenir. Baba, tu es là? Allô, Younoussa? Oui. Oui, tu veux? Non, rassure-moi, tu as écouté au même moment que moi les propos de l'inspecteur, dis-moi oui. Oui, effectivement. Donc, commentaire, vas-y. Voilà, en fait, vous avez tous les deux raison de souligner quand même cet écart d'ordre numérique, cette pratique numérique qui existe entre différentes localités au Sénégal. Je crois qu'il est difficile quand même, non seulement pour certains élèves de pouvoir suivre les cours quand ils sont dans des zones reculées, mais même certains enseignants. Il y a des enseignants qui sont rentrés chez eux et qui habitent dans des villages très lointains. Et je crois que le moment est venu, Younoussa, qu'en réalité, les collectivités territoriales en font leur affaire. Comment maintenant? Je crois que si toutes les radios municipales proposaient des séances de travail de radio, ce serait super. C'est-à-dire, les radios émettent juste dans les villages les plus reculés. Voilà. Maintenant, pourquoi pas les mairies ne peuvent pas, en partenariat avec certains enseignants qui sont toujours présents. On va prendre cet auditeur. Il veut participer. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Alors, il va insister sur le 33 961 30 30. 33 961 30 30 pour les auditeurs ou auditrices qui veulent participer à notre débat. Baba? Oui. Vas-y. Je disais, je crois que il est quand même temps que les collectivités territoriales en font leur affaire. Aujourd'hui, si les radios municipales se mettaient à organiser des cours via la radio, ce serait super. Moi qui vous parle, j'ai un ami qui fait ça actuellement pas à Vélingara, mais dans la région de Kolda. Voilà, il fait ça presque tous les jours. Et pour toutes les classes d'examen. Voilà, ils le font avec la radio. Et parce que aujourd'hui, dans certaines zones, on ne peut pas avoir accès même à Internet. Je ne parle même pas de l'usage des applications. Alors, voilà, donc pourquoi pas réfléchir avec les différentes inspections d'académie, trouver un consensus avec les collectivités territoriales, essayer de recenser les enseignants qui sont présents dans certaines localités. S'ils ne sont pas présents, on pourrait faire ce système que nous sommes en train de faire là. Ils pourraient être à distance, intervenir au niveau de la radio, et les enfants, ou en tout cas les élèves et les étudiants, vont en tirer profit. En tout cas, nous avons en face de nous le secrétaire général de l'IA. Voilà, je voulais dire que... quand même, et sa proposition, elle est pertinente, Baba. Je pense qu'il faudrait peut-être penser à collaborer avec des radios communautaires comme celle-ci, comme Teranga, comme Zig FM, comme d'autres radios peut-être à Saint-Louis, pour que les enseignements ne s'arrêtent pas, pour quand même maintenir l'enfant au moment, jusqu'à ce que les cours reprennent, quand même dans un état d'apprentissage. Ce serait bien quand même. C'est ça. Voilà, moi je crois que je suis très en phase avec ce que dit Baba. Pour la bonne et simple raison que, d'abord, je suis de très près ce qui se fait à Malem Odar. À travers le groupe WhatsApp, je vois les émissions radio qui se font et qui permettent aux enfants de garder le contact avec un peu l'école. Et d'habitude, ils le font gratuitement. Ils sont très généreux. Voilà. Ils sont très généreux, Baba. Voilà. Très généreux, hein. Voilà. Maintenant, je dis que c'est comme l'a dit, pour garder le contact avec l'école. Parce que je pense personnellement que... Inspecteur, vous me permettez d'accueillir notre chroniqueur depuis Casablanca. Mon cher. Ok. On l'a perdu.
Vous pouvez continuer. Voilà, donc je disais que, parce que faire des enseignements apprentissages, ça obéit à un certain paquet de normes qui ne sont pas tout le temps réunies quand on fait une émission radio. Et l'autre aspect qui me poussait à dire que c'est une piste à prospecter, c'est que j'ai discuté récemment avec un partenaire qui me disait comment faire pour permettre aux non-voyants d'étudier en cette période de pandémie. Je lui dis que ce serait bon de prendre un peu la tâche du radio de la place et avec un enseignant qui partirait un peu des contenus du guide, et cet enseignant-là pourrait faire des émissions à la radio qui seraient enregistrées par les parents et qui pourraient être repassées par la radio pour que les enfants puissent apprendre. Je donne un petit exemple. J'ai dit que par exemple pour étudier le compte, on pourrait partir d'un modèle que l'enseignant ferait au niveau de la radio en donnant les éléments explicatifs. Maintenant, à charge pour les parents qui seront avec les enfants de travailler autour de cela et de produire un compte qui soit à l'image un peu du compte modèle. Et ça permet au moins de garder un peu le contact le temps que les choses reprennent un peu leur droit en termes de normalité. Merci beaucoup, inspecteur. Je rappelle aujourd'hui, mesdames et messieurs, si vous venez juste de nous prendre en cours, rélecture à son premier invité, les gars. Hein, Baba. On a notre tout premier invité depuis le démarrage de cette émission. Il est inspecteur de l'éducation et secrétaire général de l'inspection de l'éducation et de la formation de Saint-Louis Commune. Il est également Papa Mamadou Gueye, président du conseil de quartier de Nord et président de la commission éducation, formation, emploi et économie locale du collectif des conseils de quartier de Saint-Louis Sénégal. Les gars, vous n'avez pas n'importe qui comme invité, hein, Gabou? On a été digne de ce nom. Oui. Bonsoir à tous. Hein. Bonsoir. Bonsoir à M. Gueye et bonsoir à mon camarade. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent depuis Saint-Louis et depuis le Sénégal même. Je m'excuse pour le retard, c'est indépendant de la volonté. Pas de souci. Gabou, on va même pas te laisser souffler, mon frère. Quelle a été ta réaction après la sortie du communiqué signifiant que les cours devront démarrer à partir du 2 juin? Peut-être on n'est pas dans le secret des dieux, le ministre détient des informations que nous ne détenons pas. Peut-être si l'État du Sénégal décide de reprendre les cours le 2 juin, c'est parce que l'État devra prendre avec la société sénégalaise, bien sûr, toutes les dispositions comme idoines pour assurer une bonne rentrée. Je me dis même que, est-ce que ce n'est pas le réalisme, le pragmatisme qui dicte aujourd'hui la conduite à l'État, puisque l'éducation, c'est un investissement, c'est du budget alloué, donc même si Covid peut-être fait peur à tout le monde, puisqu'il y a des victimes qui tombent chaque jour, espérons que ça va s'estomper, mais l'année scolaire, je pense que peut être sauvée. C'est une question peut-être de discipline, d'organisation, puisque les pays l'ont réussi. Et pourquoi pas le Sénégal. D'accord. Mais mon souci majeur, c'est est-ce que dans les écoles, il y aura un accompagnement des parents par rapport à la conduite à tenir, puisque ça va demander beaucoup de discipline, beaucoup d'organisation, beaucoup de civisme et beaucoup de moyens logistiques qu'on doit mettre à la disposition des élèves. Je vous dis même qu'on doit aller vers des rentrées où tous les élèves devront respecter le port obligatoire du masque. En tout cas, et autre chose, je sais que tu n'as pas très sincèrement une question à poser parce que tu n'as pas eu l'occasion de suivre notre débat. Mais mon cher, 2 mars 2020, 2 mai 2020, ça fait maintenant 2 mois que le Sénégal vit une crise sanitaire. Quelle est aujourd'hui ton appréciation sur la manière avec laquelle nos autorités, l'État qui est nous, la notion elle est comprise là, donc l'État et les populations gèrent cette crise? Quelle est ton appréciation, mon frère, en tant que chroniqueur? Bon, c'est une gestion, on peut dire plus ou moins satisfaisante eu égard à ce qui se fait de l'extérieur, puisque le Sénégal est aujourd'hui cité en exemple par rapport à son fort taux de guérison. Mais n'empêche, je pense qu'on ne doit pas dormir sur nos lauriers. Je me dis même qu'à un moment donné, un peu était suffisant, c'est la raison pour laquelle il y a eu des cas qui ont augmenté. Mais si le Sénégal suivait son rythme de départ, à savoir une organisation très sérieuse, très rigoureuse,
une gestion qui est collégiale et collective, on n'aurait pas à ce jour-là à parler de gravité de la situation, puisqu'il y a eu des failles dans le système, aussi bien au plan institutionnel qu'au plan sociétal, puisque le développement dans une nation, ce n'est pas l'affaire seulement de la gestion étatique, c'est aussi l'affaire de la gestion de la cité. Et qui parle de cité parle des citoyens. Il y a eu des failles du dispositif sécuritaire, puisque les cas d'ambulanciers qui transportaient des Sénégalais de ville en ville, c'est une responsabilité sécuritaire. Mais aussi, c'est des Sénégalais comme toi, comme moi, qui ont décidé tout bonnement de violer les règlements, les mesures. On a perdu. Par l'État. Donc, juste pour dire que peut-être ce qui se passe actuellement est certes peut-être moins alarmiste par rapport à ce qui se fait actuellement au Maroc, en France et au Canada, mais on pouvait espérer bien plus des Sénégalais. Donc, c'est un peu plus espérant, donc, au niveau du personnel sanitaire que du personnel sécuritaire, mais aussi des Sénégalais, puisque le déconfinement que l'on souhaite tous dépendra en entier du comportement au quotidien des Sénégalais. D'accord. Même si nous ne sommes pas encore confinés, mais rien. Inspecteur, oui. Quand vous entendez sur les médias prôner le confinement total au Sénégal. Ça vous en suit quoi? Êtes-vous parmi ces gens-là qui défendent cette position? Bon, je ne suis pas de cet avis qu'il faudrait aller vers un confinement total. Peut-être on peut parler d'un déconfinement progressif pour le cas du Sénégal, mais pas d'un déconfinement total. Puisque je me dis même, est-ce que aujourd'hui, quand je réfléchis... C'est comme ça, hein, en lecture, on chipe parfois ta question. Hein. Il chipe votre question sans pourtant demander. Mais vas-y, aucun problème. C'est ça. Moi, je pense que... Bon. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi expérimenter le déconfinement progressif, à savoir mettre l'accent sur un rythme des activités à reprendre dans les zones qui ne sont pas touchées, et essayer davantage de mettre la cadence sur des zones telles que Dakar, Saint-Louis. Mais Gabou, vous au Maroc, on vous a confiné, mais nous, on ne vous a pas encore confiné, Gabou. Gabou, il nous souhaite un confinement. On ne peut pas parler de confinement. Non, au Maroc, on ne peut pas parler de confinement, puisqu'il y a une circulation des biens des personnes de 8h à 18h. D'accord. C'est comme chez nous, quoi. Nous avons un couvre-feu. C'est comme le confinement, mais le comportement plus ou moins des Marocains est moins alarmiste par rapport aux Sénégalais. Ok. Puisque ici, tu sens que les Marocains sont plus responsables que nous. Ils ont peur quand même de leurs forces de défense et de sécurité. Mais au Sénégal, il y a une défiance totale des citoyens par rapport à la police, à la gendarmerie, même à l'armée. C'est pourquoi ici, même si le cas au Maroc est beaucoup plus conséquent qu'au Sénégal, mais ici au moins les forces de défense et de sécurité sont craintes par les populations marocaines et tout. Je ne pense pas que tel puisse être le cas au Sénégal, sinon on n'allait pas avoir ce chiffre haussier par rapport au cas de Covid, quoi. Donc je me dis même que la responsabilité est davantage citoyenne qu'étatique. D'accord. Même si l'État en ayant la force légitime de réprimer, de violenter, dans le cadre de la légalité bien sûr, ne l'utilise pas pleinement, puisqu'on a vu quand même des failles qui proviennent du schéma sécuritaire de l'État du Sénégal. Donc c'est des choses à corriger à l'avenir, actuellement même et à l'avenir, pour qu'on puisse espérer de meilleures solutions. Inspecteur? Oui, je crois que vraiment je suis en face avec lui pour dire que c'est vrai que moi, je ne saurais juger un peu les décisions étatiques, parce que peut-être le contexte dans lequel elles ont été prises, je ne le maîtrise pas toujours. Mais je peux me permettre de dire quand même que les populations, s'ils étaient plus respectueuses des décisions prises, on n'allait pas en arriver à ce niveau. Mais quand même, nous, population du Sénégal, on a respecté les couvre-feux, les gars, Baba. On respecte les couvre-feux. Oui, mais je crois que... Non, pas tout le monde. Hein? Quand on dit mais la majorité respecte. Oui. C'est quand même un effort qu'il faudrait quand même saluer, inspecteur, quand même. Oui, nous sommes dans une situation où un seul va faillir et va engager la communauté. Je suis tout à fait d'accord. Vous avez vu qu'avant-hier ou hier, on a dit que le marieur qui est revenu je ne sais d'où, il a eu des contacts avec 25 personnes. Et imaginez que chacune de ces 25 personnes
que ces 25 chacune puisse avoir de manière exponentielle, on va déboucher sur vraiment l'irréparable. Voilà pourquoi je dis qu'il faut que chacun puisse dire que je suis responsable, et si je mets toute ma conviction, tout mon comportement au service de la lutte globale, on va réussir à bouter le coronavirus d'or. Et malheureusement, c'est ce que nous ne constatons pas. Parce qu'on voit 10 personnes qui respectent les consignes, mais on voit un citoyen lambda qui brave la police, qui brave un peu tout ce qui se met en place comme mesure et qui contamine toute une population. Et là, vraiment, ça pose problème. Et voilà pourquoi on a peur, en tant que parents, que l'on retourne à l'école, vu vraiment le caractère un peu instable du Sénégalais, qui peut à certains moments être respectueux des consignes, mais qu'à un autre moment peut faire vraiment fi de tout et faire ce qu'il veut. Voilà pourquoi je dis qu'il faut mettre le focus sur la communication, sur l'information encore une fois, et sur l'éducation pour remener les gens vraiment vers la norme pour qu'on puisse réussir ce défi de jeter dehors le coronavirus. Baba? Oui, nous sommes. Maintenant, Younous, je pense que par rapport quand même au confinement, oui. C'est une situation qui sera extrêmement... Non, moi je sais que tu es sur autre chose, donc laisse l'inspecteur terminer. Non, je ne suis pas sur autre chose. L'inspecteur, c'est son premier jour à la lecture, pour ça, il vient de se chiffrer, ma Non, c'est pour simplement dire que vraiment je suis en phase avec lui. Que chaque pays a ses réalités. Et je pense que si aux États-Unis les gens peuvent aller dans un confinement total, si au coin de chaque rue il y a des structures qui demandent aux populations de venir prendre des rations alimentaires, le Sénégal n'est pas encore à ce niveau. Et je crois qu'on devrait y réfléchir à plusieurs reprises avant vraiment de nous engager un peu dans cette logique de confinement. Mais c'est aux populations de vraiment éviter d'en arriver un peu à cette extrémité. Tout à fait. Baba, tu vas réagir, mais me servir de transition pour qu'on aborde le deuxième et dernier thème. Le troisième thème, on va l'écarter cette fois-ci. Okay. Le dilemme qui existe qui pèse sur la tête de nos autorités. Gérer une crise sanitaire et éloigner nos populations de la misère, de la pauvreté. Ok. C'est vraiment une vraie casse-tête pour nos autorités. Oui, mais avant d'intervenir par rapport à ça, je crois que pour peut-être intervenir sur la question relative au confinement, je crois que ça va faire maintenant, ce sera le troisième numéro de relecture ou la quatrième, et on a tout le temps exposé quand même les raisons qui justifient à juste titre qu'un confinement total n'est pas possible. Alors, parmi ces raisons, nous l'avons dit, nous l'avons répété, il s'agit surtout du secteur informel qui a une forte dominance dans l'économie sénégalaise. Voilà. Et ce secteur informel se retrouve maintenant à échapper même à certaines particularités qui peuvent être bénéfiques peut-être pour le fonctionnaire ou celui qui a un emploi salarial. Le secteur informel, c'est surtout les jeunes et les femmes qui, du jour au jour, tentent de gagner souvent leur vie. Maintenant, prendre ces gens et les confiner pendant tout un mois peut-être, reviendrait quand même à les donner de quoi subsister et de quoi survivre pendant ces périodes troubles. Donc je crois qu'il y a cette question-là. Et je crois qu'il y a pas mal de propositions qui sont faites ainsi. Je crois que ces derniers temps, une personne a proposé une contamination collective. Une contamination de masse. Moi, je crois que Younousa, en fait, je ne vais pas attaquer les journalistes cette fois, je ne le ferai pas. Mais je crois que c'est vrai que nous sommes en démocratie, que nous pouvons nous permettre peut-être de faire certaines propositions, mais je trouve sa proposition insensée. Insensée pour plusieurs raisons. Voilà. Mais c'est un spécialiste qui a eu à travailler à l'OMS, mon cher. Oui. C'est un spécialiste qui a eu à travailler à l'OMS, qui a géré beaucoup d'épidémies, mais quand même... Hein? Oui. C'est véritablement l'autre fléau, à part le virus là, c'est l'autre fléau qui
qui est en train pas de bousiller le monde, ce serait trop dire, hein, mais qui va un jour créer énormément de problèmes. Et cette prolifération-là d'experts et de spécialistes qui sortent un peu de partout, c'est extraordinaire. Voilà. Je disais que sa proposition, elle est insensée. D'abord, hein, l'exemple des deux pays qu'il a donné, c'est-à-dire, je crois qu'il a parlé je ne sais plus, hein, je ne sais pas si c'est la Belgique ou le Belgique autant pour moi et notre pays, je ne sais même plus. En tout cas, ces deux pays qu'il avait cités, moi j'ai fait mes investigations, j'ai fait mes recherches et Younoussa, ces pays ont mis à la poubelle cette stratégie-là juste une semaine après. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas. Même aux États-Unis, dans l'État le plus touché, aux États-Unis, on avait l'impression que c'était la stratégie que voulait développer le président dans cet État. Laisser le virus circuler et obtenir ce que le spécialiste disait d'une immunité collective. Mais c'est ça le problème avec ce virus. En réalité, Younoussa, il y a eu un patient qui a été contaminé à Ziguinchor, qui a été déclaré guéri et qui a été contaminé une nouvelle fois. Pourquoi cette personne n'a pas été immunisée? On en est à 2, je pense. Voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut que l'on mette de côté tout ce qui est émotion, tout ce qui est peut-être titre ou pseudo-titre des spécialistes et d'experts, et que nous faisons nos analyses en les adaptant à nos réalités socio-culturelles et même aux réalités scientifiques. Hein. Alors, si c'était possible, je ne pense pas que ce patient-là, qui a été touché une première fois, le soit à nouveau. Voilà. Et aujourd'hui, l'autre problème qui se pose, est-ce que nous avons ici au Sénégal, hein, la logistique nécessaire en matière de santé pour accueillir autant de malades? Non. Est-ce que nous avons assez de lits d'hôpital, assez de lits d'hospitalisation, assez de médecins, hein, assez de, etc. Alors, je crois que quand on fait ce genre de propositions, quand même, il faudrait, encore une fois, comme je viens de le dire, les mettre en rapport aux réalités socio-culturelles et même aux réalités scientifiques s'il le faut. D'accord. Maintenant, pour aborder l'autre question, je crois qu'en réalité, ce n'est même pas deux problèmes. Ce n'est pas deux problèmes. Hein. Tu as parlé de pauvreté et de crise sanitaire. Pour moi, ce n'est qu'une seule chose en réalité. C'est vrai que de grandes puissances ont été touchées. C'est vrai, on ne le dit pas. Mais la crise sanitaire a aussi le mérite de révéler qu'en réalité, la pauvreté de nos États est beaucoup plus grave que nous ne le pensons. Voilà. Et je crois que là, je parle de la pauvreté de nos États. Je ne parle même pas encore de la pauvreté de nos citoyens. Voilà. Et là, mon cher, tu parles de quelle pauvreté? D'une pauvreté économique, d'une pauvreté intellectuelle, d'une pauvreté citoyenne? De quelle pauvreté s'agit-elle? Merci Younoussa, vraiment, tu viens de m'ouvrir une très grande perspective. Parce qu'en réalité, tu sais que la pire des pauvretés, c'est celle qui est intellectuelle, c'est celle qui est sociale, c'est celle qui est psychologique, c'est cette pauvreté qui est comportementale. Voilà, c'est cette pauvreté que l'on note dans les études en réalité. Moi, je pense que la personne qui vit avec peu de moyens n'est pas pauvre en réalité. La personne qui est pauvre, c'est surtout cette personne qui manque de culture, de discipline, qui manque de savoir, qui manque de connaissances. Pour moi, cette personne, elle est vide, elle est pauvre. Voilà. Et je crois que ce virus, en réalité, a révélé ça dans plusieurs pays. En France, quand le philosophe français Raphaël Intoven nous dit que le virus du délire se répand plus vite que le coronavirus, c'est une image qui est assez révélatrice. Mais maintenant, ici au Sénégal, et là, on va peut-être appréhender la pauvreté telle qu'elle, la pauvreté que nous connaissons, celle qui a trait à la misère, etc. Je crois que aujourd'hui, comme nous l'avons dit la fois passée, il y a énormément de crises dans le continent africain. Des crises que réellement le corona on a énormément de crises et de pandémies. Énormément de crises et de pandémies. Mais je crois que... Tu vas terminer par là? Oui, je vais terminer par là. Oui. Par rapport à la pauvreté en réalité, telle que nous la connaissons, je crois que Covid-19 ou pas Covid-19, ça doit être un combat de tous les jours. D'accord. Ça doit surtout passer par une rénovation même de nos politiques économiques en réalité. J'ai discuté hier avec une personne qui a un doctorat en économie, une dame, une brave dame, parce que j'ai vu
c'est ces actions qu'elle mène à la base, au niveau local. Nous avons parlé de bottom-up ou de top-down, etc., de ce sorte de politique. Et nous sommes tombés d'accord au moins sur un point. Qu'en réalité, cette pauvreté qui est devenue même endémique, cette pauvreté qui est même devenue propre aux États africains, c'est dû à ce décalage qu'il y a toujours eu entre la conception de nos politiques publiques et la base qui doit en être la cible. C'est cela le problème. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons beaucoup plus réfléchir, même si nous pouvons réfléchir sur des programmes structurels comme le PSE, des programmes qui doivent aller d'ici 2000 ans, etc. Il nous faut aussi des politiques conjoncturelles, des politiques à court terme pour régler ne serait-ce que les problèmes d'une bonne frange de la société sénégalaise. D'accord, merci beaucoup. Baba Gale Mansouri Sapali, le juriste, il est pertinent. Gabou, réaction sur les propos de l'inspecteur et de Baba Gale. J'aimerais un peu revenir sur les propos de Baba, mais pour lui dire qu'il y a un problème qui dit que ça a souffert sur le Tahawa, Baba. Ça a souffert sur le Tahawa avant de parler de pauvreté. De richesse autant pour moi immatérielle, à savoir l'acquisition de connaissances, l'enrichissement à sa culture, la culture en soi des connaissances, les conquêtes de savoir, mais la pauvreté elle est d'abord monétaire. Il y a des Sénégalais, il y a l'accès de liquidité qui fait qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont dans une situation d'extrême pauvreté. On ne parle plus même de pauvreté, mais d'extrême pauvreté, même s'il faut dire que l'État du Sénégal a mis quand même des politiques telles que la CMU, les bourses de sécurité sociale et familiale, les programmes de modernisation de pistes rurales et tout, laser. Mais il y a beaucoup d'efforts à faire en ce sens. Et un pays où le taux de pauvreté fait 47%, c'est un pays qui a encore beaucoup d'efforts à faire. Et je vous dis même que c'est pas le moment pour de jeter aux pauvres les efforts de l'État qui sont faits en ce sens, mais c'est le moment de se dire est-ce que au sortir de Covid, la situation socio-économique des ménages au Sénégal ne va pas davantage être confronté à des difficultés. Donc c'est le moment pour l'État aussi bien. C'est pas un moment souhaitable à nos États. Je ne dis pas nos États n'ont pas été préparés à ces genres de crises. Il y a Ebola qui est passé, même si ça n'a pas touché le Sénégal. Mais c'est des situations très difficiles pour nos buts. Aussi bien gérer la période Covid que la période post-Covid qui s'annonce un peu morose. Donc juste pour dire qu'il y a beaucoup d'efforts à faire en ce sens. Il y a encore d'efforts immenses. Et je me dis même que ce qui plombe le Sénégal depuis 1960, c'est qu'on n'a pas compris que la réduction de la pauvreté qui passe par exemple par une politique sérieuse de l'emploi, comme le disait l'ancienne directrice générale de l'APIX, Aminata Niane, en faisant démontrer carrément que c'est le chômage qui est à la base de situation de pauvreté là. C'est quoi? Au Sénégal, on n'a pas un secteur privé qui est fort, qui est capable de porter des politiques d'emploi résilientes et durables à long terme. On a souvent l'habitude de dire que quand les jeunes ne travaillent pas, quand les jeunes chôment, c'est l'État qui est la première institution suprême par excellence interpellée, mais le secteur privé sénégalais ne marche pas. Et ça s'impacte au niveau de ce qui se passe à Dakar, au niveau de ce qui se passe en Casamance. Les jeunes ne chôment pas, les jeunes ne travaillent pas. Juste après l'université, il y a plus de 200 000 jeunes qui entrent chaque année sur le marché de l'emploi. Et c'est des jeunes qui doivent avoir sur place des postes d'emploi disponibles. Mais ce sont ces postes d'emploi-là qui ne sont pas disponibles. Et ces postes d'emploi-là sont en grande partie même captés par le secteur privé, par les entreprises sénégalaises. Mais si ces entreprises-là n'ont pas de durabilité effective, si ces entreprises-là n'ont pas de moyens effectifs pour avoir une survie, si ces entreprises-là ne sont pas dans le cadre d'un environnement fiscal propice à leur éclosion, ça va causer problème. Surtout qu'il y a beaucoup de Sénégalais encore qui se demandent pourquoi on ne doit pas relever le niveau de la commande publique, puisque si je ne m'abuse, les dernières estimations faisaient porter ça à 25%, mais aujourd'hui il faut se dire, est-ce que si les multinationales ne gagnent pas des marchés publics, il ne faudrait pas qu'il y ait la possibilité de donner ça à un niveau égal à 30 voire 35%. Donc pour qu'au moins nos acteurs privés économiques locaux puissent quand même gagner des marchés et par la suite donner de l'emploi à ces jeunes-là. Donc il n'y a pas une articulation actuellement entre la recherche
l'enseignement supérieur et les entreprises. C'est pourquoi il y a beaucoup d'efforts à faire en ce sens de la part de l'État par un environnement fiscal et juridique qui est là. Mais je vous dis même, est-ce qu'il y a un patriotisme économique de beaucoup de Sénégalais? Il y a beaucoup de milliardaires au Sénégal, mais c'est des milliards qui dorment dans les banques. Si ces milliards-là ne sont pas utilisés pour investir, ou bien aussi si l'État ne fait pas une politique qui favorise les locaux, les nationaux vis-à-vis des internationaux, il y aura blocage et il y aura une situation de crise. D'accord. Donc c'est une harmonisation des politiques qu'il faut faire en ce sens-là. Donc globalement, pour faire la jonction entre je vais essayer. L'analyse qu'a fait tout à l'heure de Gabou sur la question et ton analyse, ça veut dire pour toi, Gabou, pour supprimer complètement la pauvreté sociale, la pauvreté intellectuelle dont a fait état Babou tout à l'heure, il faut impérativement régler la grande problématique du chômage. Bien sûr, c'est bien ça. C'est une bombe à retardement. D'accord. Mais bien sûr, c'est une bombe à retardement. D'accord. Babou, je reviendrai vers toi d'abord. Inspecteur. Oui, je voudrais réagir un peu. Tu me permets de confirmer un peu les dires de Baba par une petite intervention. Mais je pense qu'il y a... C'est la partie où il n'a pas totalement faux, quoi. J'adore cette partie. Exactement. Oui. Non, on est tout le temps d'accord. On dit les choses de façon différente, de façon contradictoire peut-être. D'accord. Non, je ne dis pas le contraire. Quand il parle, il maîtrise ce qu'il dit. Ouais. La pertinence de ses propos semble être justifiée par aujourd'hui même. Les logiques internationales ont changé dans le cadre du jugement du niveau de développement de nos pays. Puisque dans les années, on parlait souvent de croissance, mais aujourd'hui, le paradigme de croissance est dépassé. On raisonne plus, de façon plus pertinente même en termes d'IDH. Et c'est là où la question, la problématique posée par Baba demeure pertinente. Puisque en matière d'IDH, indice de développement humain, ce qui est jugé, c'est la sécurité alimentaire. D'accord. C'est l'accès des populations aux soins. C'est la capacité de l'État à mettre en place des services sociaux de base, un accès équitable aux soins, un accès équitable à l'éducation. C'est également un des indicateurs. C'est pourquoi la dimension éthique, la dimension intellectuelle, spirituelle demeure très importante. C'est des économistes comme Félix Sarr et même des économistes de l'école de Suisse qui commencent à théoriser cela. Il ne faut pas mettre l'accent seulement en matière de développement sur l'accès aux richesses matérielles qui sont utilisables rapidement, mais il y a des richesses dites immatérielles. C'est la dimension culture, c'est la dimension philosophie, c'est la dimension même écologie. Donc le développement, c'est une articulation de plusieurs facteurs, mais le facteur le plus déterminant demeure l'accès à la nourriture, l'accès aux soins. D'accord. Inspecteur, c'est toujours comme ça. Hein. Ils font semblant de ne pas s'opposer. Non, mais je suis avec... Voilà, allez-y. Je suis avec beaucoup d'intérêt, les réflexions. Ouais. Et c'est la preuve justement que le Sénégal regorge d'intellectuels, d'experts dans tous les domaines. Ouais. Maintenant, là où le bas blesse, c'est que cette réflexion-là n'est pas toujours mise à profit au niveau terrain, au niveau des populations. Et vous parlez tantôt de la responsabilité de l'État. Je dis qu'elle est énorme, cette responsabilité. Parce que d'un côté, l'État doit soigner les populations. De l'autre, l'État doit les nourrir. Et ça, c'est une situation extrêmement difficile en ce moment. Voilà pourquoi je ne voudrais pas être un peu à la place du président Macky Sall. Parce que c'est extrêmement complet. Parce que toutes les politiques pensées, nouées, ficelées et descendues... Mais également gouverner, c'est s'attendre à ce genre de situation. Justement. Non, c'est vrai. Mais je dis qu'il y a toujours l'imprévu. Et on mise chaque fois sur la réaction positive des populations. Voilà pourquoi, parfois, les autorités sont prises au dépourvu. Et c'est ce qui crée un écart par rapport aux prévisions. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le combat va se gagner au niveau communautaire. Il faudrait que l'on développe les ménages. Il faudrait qu'au niveau des quartiers, il faudrait qu'au niveau, en tout cas, des côtés territoriaux, que l'on travaille à ce que des petites entreprises se mettent en place. Que les jeunes puissent trouver au niveau local du boulot et puissent être libres un peu de leurs parents et puissent véritablement... Inspecteur, aidez-moi un peu à trancher. À avoir je ne vais pas trancher, avoir votre position sur cette question. Est-ce que aujourd'hui, pour supprimer
éliminer la pauvreté sociale, la pauvreté intellectuelle dont Baba disait tout à l'heure, il faut impérativement régler la problématique du chômage des jeunes. Oui, est-ce que les deux sont liés? Bon, quand on dit régler la problématique du chômage, les gens pensent généralement à trouver des boulots, du travail qui puisse permettre à quelqu'un de s'engager, d'avoir un emploi stable, etc. Les gens ne pensent pas à l'auto-emploi. Les gens ne pensent pas à des situations de groupement, que ce soit des jeunes, que ce soit des femmes, qui puissent s'organiser et faire de sorte qu'au niveau local, il y ait un développement. C'est ce développement qui me semble être le plus réel. D'accord. Parce que le développement qui dépend d'une personne dans une famille, moi je pense que ce développement-là est voué à l'échec. Il faudrait que nos femmes, il faudrait que nos jeunes puissent être encadrés, et je crois que ça commence à se faire, pour qu'ils puissent produire une richesse qui puisse leur permettre, en pareille circonstance par exemple, de pouvoir au moins gérer en attendant que l'État puisse venir en appoint. Et face à la pauvreté des valeurs, face à la pauvreté intellectuelle, que faut-il faire, inspecteur? Là je crois qu'il faudrait que l'on remette un peu les choses à l'endroit. Ça veut dire qu'il y a une trentaine d'années, le Sénégal n'était pas comme cela. Et j'aime souvent citer un exemple beaucoup d'anciens doyens qui vraiment nous ont marqués par rapport à leur valeur morale. Aujourd'hui, je dis que c'est l'indiscipline qui plombe un peu cet élan vers le développement. Il faudrait qu'au niveau, et je vous le disais la fois dernière quand je prenais un peu pied dans votre émission, oui. Il faudrait que, en tout cas au niveau sociétal, que l'on puisse repenser l'éducation. Il faudrait que le parent sache que c'est au niveau d'abord familial que l'éducation s'amorce, pour que l'enseignement puisse prendre en charge le relais et qu'on puisse avoir un Sénégalais capable de porter le développement. Mais si on reste un peu dans cette logique de vraiment régler son problème de manière personnelle, on ne va jamais s'en sortir. D'accord. Merci beaucoup, inspecteur. On va faire un dernier tour de table. On va faire comme si on était Gabita, Gazamblaka, Baba est à Dakar. Et nous deux, nous sommes à Assemblée du Sénégal. On va faire notre dernière table. Baba, tu vas prendre le micro. Je sais que tu es en train de cuisiner au même moment. Mais donne-nous quand même ton appréciation. Et puis, tes derniers mots avant que nous terminions cette émission. Oui, mais j'aimerais juste éclaircir quelques points, apporter des précisions. Oui. En fait, je n'ai pas dit que ces questions ne sont pas liées. La pauvreté, cette pauvreté qui est humaine et que je trouve être le pire même des fléaux, et la pauvreté économique. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas liés, ou qu'elles ne sont pas liées. En tout cas, je dis juste que notre continent souffre en réalité de ces deux types de pauvreté-là. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait lever notre main, lever notre bras et dire que nous sommes un peuple discipliné, que nous sommes un peuple cultivé, que nous sommes un peuple qui, qui accorde énormément de crédit à la culture, à l'éducation, etc., aux valeurs. C'est sous cette angle-là, en réalité, que j'ai posé cette problématique-là. Pourtant, nous voyons dire des Asiatiques que ce sont des gens disciplinés, etc. Nous voyons dire d'autres pays que ce sont des gens généreux, etc. En fait, il y a cette pauvreté humaine-là qui, en réalité, et je nous sens le lien, au-delà du lien que Gafou a fait, qui est un lien très pertinent au niveau des idéaux et autres, en réalité, moi, le lien qui m'intéresse même beaucoup plus entre cette pauvreté humaine et la pauvreté économique, c'est même l'absence même de travail. Aujourd'hui, combien de jeunes Sénégalais attendent de l'État un emploi? Ils sont nombreux. Alors, pourquoi on ne valorise pas l'auto-emploi? L'entrepreneuriat est une notion à vogue au Sénégal, mais ce n'est pas une réalité, je suis désolé. À des fois, on se dit entrepreneuriat, mais en réalité, au fond, nous savons comment ça se passe, ça ne marche pas. Et je crois que cette pauvreté humaine-là découle sur cette pauvreté économique dans ce sens où pas mal de jeunes Sénégalais, je ne dirais pas qu'ils sont fainéants, je ne dirais pas jusqu'à dire ça ou ça, mais je dirais que nous n'avons pas cette culture-là, cette culture de l'auto-emploi, cette culture du travail. Nous n'en avons pas, nous ne sommes pas débrouillards, nous ne le sommes pas. Aujourd'hui, j'ai vu une publication très, très, très pertinente qui peut-être pouvait paraître assez provocatrice, mais très pertinente. Le gars en question dit que
peut-être que ce n'est pas trop lié à ce que je suis en train de dire, mais vous verrez quand même comment cette jeunesse-là, comment cette jeunesse fonctionne. Le gars nous dit, vous les étudiants, vous êtes tout le temps sur la nationale, faites la pression sur l'État pour obtenir vos bourses. Pourquoi vous ne faites pas la même chose pour avoir des cours à distance? Est-ce que tu vois ce décalage-là qu'il y a eu ça entre ces deux questions? Pour dire en réalité que ça nous manque en réalité, cette culture-là de vouloir travailler, gagner notre propre argent. C'est au Sénégal qu'on entend des gens dire c'est uniquement dans ce pays que les gens disent. Donc, c'était juste le lien que je voulais ressortir. Au-delà maintenant de la pauvreté culturelle, et je crois que monsieur l'inspecteur l'a dit, il ne faut pas que le foyer soit démissionnaire. Il faut que les foyers se réapproprient leur mission. Aujourd'hui, Aujourd'hui, il suffit de faire un tour dans quelques maisons. Tu vas te rendre compte qu'il y a des jeunes gamins qui osent faire des trucs que toi, à leur âge, tu n'osais pas faire. Absolument. Voilà. Ils le font à l'école, ils le font dans les rues, ils le font un peu partout. Et on ne peut pas maintenant rejeter la faute à l'école. L'école instruit, c'est au foyer d'éduquer. Voilà. Et c'est là maintenant que l'instituteur ou le formateur ou l'éducateur et le parent sont similaires. C'est-à-dire qu'ils tentent, tant bien que mal, de transmettre à l'enfant une certaine culture, une certaine éducation. Voilà. Et je crois que autant les enseignants doivent, bon, je ne vais pas dire redoubler d'efforts, vous savez, moi, mon père et ma mère sont tous des enseignants de profession, hein. Voilà, c'est leur métier. Voilà. Mais tu es en train d'analyser, hein. Il faut être vraiment très... Hein? Ben oui, il faut être objectif dans l'analyse, hein. Il faut être vraiment... Si c'est le mot qui sied, mais il faut le dire. Oui, mais je suis très objectif. Oui. Voilà, il faut véritablement que l'école aussi se réapproprie sa mission. D'accord, voilà. D'accord. Que les enseignants redeviennent des c'est clair, précis et net. Oui, c'est clair, précis et net, mon cher. Ton dernier mot. Oui, en fait, je veux juste dire que je ne pense pas quand même qu'il faudrait rejeter cette faute à la commande publique. Hein. Aujourd'hui, il y a de grandes entreprises sénégalaises qui gagnent des marchés. Moi, il y a pas mal de temps, j'étais allé à Diamniadio, mais la personne qui construit les sphères ministérielles, je crois, ou en tout cas les appartements, c'est tout un Sénégalais, diplômé de l'ESP ici de Dakar, il s'appelle Martial, il est le propriétaire de l'entreprise, comment ça s'appelle? J'ai oublié l'entreprise, mais c'est un Sénégalais. Et c'est ce même Sénégalais qui, en réalité, non seulement engage d'autres Sénégalais dans ces chantiers, mais et là, c'est même la question de la main-d'œuvre. Pour certains aspects, il est obligé de faire sous-traiter et de travailler. Voilà, là se pose maintenant la question de la formation. C'est l'idée, d'où la pertinence de revoir les offres de formation. Investir sur la formation professionnelle. Voilà, donc mon dernier mot, je crois que je vais remercier M. Gay qui nous a gratifié quand même ce soir. Aujourd'hui, on n'a même pas le temps de donner, de gratifier des cartons jaunes, des cartons rouges, tellement que voilà. Hein? On va les garder une prochaine fois, Inch'Allah. D'accord. En tout cas, remercier M. Gay et dire que, en tout cas, à l'endroit de la jeunesse sénégalaise et même de la jeunesse sénégalaise, que nous avons des hommes sur qui nous pouvons apprendre, et que nous pouvons tirer des exemples. Et je pense que M. Gay en fait partie. Aujourd'hui, il est venu non pas en tant d'inspecteur, mais de chef de quartier, je crois. Oui, voilà. De président du conseil de quartier de Nord. Voilà. Et là, je me sens que c'est un appel fort à tous les intellectuels du pays. C'est-à-dire qu'une élite, elle s'engage. Une élite qui ne s'engage pas, elle n'a pas raison d'être. Voilà. Et je crois que rien que pour ça, je le félicite. Je félicite aussi mon ami Gabou pour sa constante pertinence. Je le remercie aussi et te remercie toi aussi. Merci, c'est moi qui te remercie toujours. C'est moi qui te remercie pour la fidélité, pour la présence, pour la pertinence, mon cher. Tu restes avec nous, hein? Ouais, reste avec nous. Gabou, tu es là? Oui. Oui, ton dernier mot. Oui, ton dernier mot, mon cher. On est presque à la fin de l'émission. Ah, mais je l'ai perdu. Oui? Oui, il est à la fin. Tu es là? Oui, je suis là, oui, je suis.
Allez-y, vas-y. Aujourd'hui, tu n'es pas tu n'es vraiment pas marabouté du tout. Vas-y. À remercier oui, je suis là. Oui, vas-y. Je disais que je tenais à vraiment remercier Baba, remercier M. Gueye pour leur intervention qui ont tout le temps c'est toujours comme ça, on a du mal à terminer l'émission. En fait, au Sénégal, c'est dommage. 14 ans avec le peuple les assis. Vas-y, Gabo. Sont une actualité brillante. Puisqu'il a mis en place des propositions par rapport au modèle de développement qu'on doit mettre au Sénégal. Je dis même que c'est quel modèle nous voulons au Sénégal, souverain et prospère. C'est le débat peut-être de fond qu'il faudra se poser certainement sur résolutionner. D'accord. Pour essayer de voir. C'est dommage, on l'entend pas très bien, mais c'est toujours comme ça. Il y a Baba qui le maraboute, il essaie des prières et il a même toutes les émissions, il peine à répondre aux interrogations et réponses de Baba Gale Mansour. Inspecteur. Voilà. Ça a été vraiment un plaisir. On est juste à peu près moins de 30 minutes de l'heure de rupture. Vraiment un bon gain. Très sincèrement, vous êtes là, droit dans vos bottes. Et un bon, excellent président du conseil des quartiers et un éducateur. Et à la fois un parent d'élève. Merci énormément. Vos derniers mots. Merci beaucoup, M. Gueye. C'était un plaisir de partager ce plateau et surtout avec d'éminents intellectuels que j'ai eu à découvrir aujourd'hui. C'est le lieu pour moi de les remercier pour leurs analyses extrêmement pointues. C'est de jeunes étudiants. Ils ont fait leurs études ici à l'université de Saint-Louis. Je tenais à faire cette précision. C'est ça. Ils n'ont même pas la trentaine. Ils sont brillants. Leur dada, c'est la recherche. C'est ça. C'est la recherche, la lecture et d'autres choses que je ne dirai pas directement. Absolument. C'est pour dire que aujourd'hui, le Sénégal regorge de jeunes intellectuels. Moi, j'ai eu à visiter l'université Cheikh Anta Diop, mais j'ai aussi fréquenté l'UGB pour voir avec beaucoup d'enthousiasme qu'il y a de jeunes intellectuels et qui analysent la situation du pays par rapport à leurs études. Très poussées. Je crois que donc vraiment, c'est juste à saluer. Merci. Et dire qu'aussi aujourd'hui, on doit s'engager dans la résolution des problèmes du pays. Il ne faudrait pas tout mettre sur le dos de l'État. Voilà pourquoi, en tant qu'inspecteur, j'ai pensé à descendre au niveau communautaire et à me mettre auprès de la population. Parce qu'aujourd'hui, quand une jeune fille ou un jeune garçon ne travaille pas et est dans le chômage et défait devant la police, c'est nous, les parents, qui revenons toujours pour essayer de le sortir de ces griffes. Donc, on doit s'engager en amont pour essayer de régler le problème. Maintenant, mon dernier mot, c'est encore une fois remercier un peu mes co-débatteurs, leur dire que je compte véritablement maintenir le lien avec eux et profiter au maximum de leurs analyses. Et dire également à l'endroit des parents que d'ici le 2 juin, tout est possible. Il faudrait que l'on comprenne la décision de l'État. Il nous reste encore précisément 30 jours. Voilà. Il y a lieu pour l'État de faire des rencontres, d'aller vers les syndicats, d'aller vers les parents, de voir les dispositifs. Parce qu'avant-hier seulement, j'ai discuté avec un principal qui anticipait sur le comment faire pour mettre en œuvre un peu cette disposition de l'État de mettre en place des cours à partir de juin. Donc la réflexion est encore là. Et si à la dernière minute on se rend compte que ce n'est pas opérationnel, eh bien tout bonnement on ira vers un autre peut-être délai. Et moi je ne vois pas véritablement l'urgence même de nous prononcer par rapport à une date de reprise ou non. L'autre aspect que je voudrais aborder avant de terminer, c'est dire qu'aujourd'hui le combat c'est contre le Covid-19. Et au niveau communautaire, on est en train de mettre des comités de veille et d'alerte pour, en tout cas, éviter que dans nos quartiers respectifs, qu'il y ait des intrus, qu'il y ait des étrangers, qu'il y ait des voyageurs qui viennent apporter le virus. En tout cas, au niveau de tous les quartiers, le collectif s'érige
un bouclier aux côtés des délégués pour véritablement barrer la route un peu à ces nouveaux cas qui pourraient prospérer. Et terminer pour dire qu'il y a un aspect extrêmement important, peut-être qu'on aura l'occasion de débattre, c'est la lourde charge des responsabilités des responsables locaux qui vont distribuer les... Je savais que c'était ça. Vraiment, c'est extrêmement sérieux. Baba Galema, je lis, hein. Voilà, c'est extrêmement sérieux. Oui, je lis. Un bon combat, bien sûr. et je dis que le travail a été fait en amont, mais je crois qu'il faudrait que la population soit préparée et qu'elle comprenne que tout le monde ne pourra pas disposer de ce kit alimentaire. C'est une lourde responsabilité. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une communication extrêmement importante à faire dans ce sens, pour dire que ce sont les plus touchés, les plus impactés que l'État cible. Et il faudrait souhaiter qu'il y ait des personnes ressources, qu'il y ait vraiment des mécènes qui viennent en appoint pour essayer de compléter un peu le gap qui s'arrête en rate. Vraiment, c'était mon dernier mot. Merci. Je vous souhaite véritablement un bon Ndogou. Merci beaucoup. Et vous remercier pour la prestance Merci. et vraiment la manière dont vous avez géré cette émission. Merci beaucoup. Merci énormément à notre invité du jour. Je rappelle que c'est Papa Amadou Gueye. Mon cher, ça a été un plaisir, toujours le plaisir est immense. Tu présentes notre invité de l'émission voilà, du prochain numéro. Présente-le, mon cher. Présente-le, vas-y. Juste pour dire que le samedi prochain, nous aurons M. Tafsir Diouf, qui est enseignant chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, professeur de droit aussi au lycée technique André Pétavant. Super. Voilà. La qualité d'une émission dépend non seulement de la qualité des interventions de ses chroniqueurs, mais également de ses invités. Vous avez répondu à l'appel, M. Pape Amadou Gueye, inspecteur de l'éducation, secrétaire général de... Oui, de l'inspection et de l'éducation et de la formation de Saint-Louis Commune. Et également, il était là dans le studio de Nord FM en tant que président du conseil de quartier de Nord, mais également en tant que président de la commission éducation, formation, emploi et économie locale du collectif des conseils de quartier de Saint-Louis, dont dirige Moustapha Diop. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir de vous servir. On se retrouve très bientôt avec les mêmes chroniqueurs, Baba Gali Mansour, Khadiwali Sek qui va, je dis Khadiwali Gueye, mais Khadiwali Sek qui va certainement nous rejoindre samedi prochain, mais également Baba Gali, Alou Gabou depuis Casablanca avec ses analyses, avec toujours aussi pertinent aussi depuis Casablanca. Je rappelle que c'est un étudiant à Casablanca en droit. Ça a été un plaisir de vous servir. On se retrouve samedi prochain. Même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien. Bon doux à tous. Au revoir. Ndar FM maa ngi déglu Ndar FM ci 101.1 Ndar FM ci 101.1 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 ci 101